Eh bien, dans cette continuité intellectuelle, studieuse, orientée vers l'humain, vers l'amélioration continue, j'appelle le professeur Thierry Nobre pour sa conférence qui démarre quelques minutes plus tôt, mais on profitera un peu plus de son expertise. Voilà, avec les applaudissements du public. Merci beaucoup et merci voilà, professeur Thierry Nobre. Et puis merci à l'ensemble des personnes, des centaines de personnes qui sont en ligne et qui sont vraiment ravies d'être présentes parce qu'on a déjà des retours. Donc impatient de vous écouter. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, moi, je tiens à vous remercier de cette invitation, de participer à vos travaux et je suis très très honoré d'ouvrir, si j'ose dire, le bal pour toutes ces réflexions. Merci à tous les venus. Donc, ce que je vais peut-être faire, je vais me présenter un tout petit peu, ce qui va vous permettre d'appréhender la posture à partir de laquelle je parle sur la problématique des innovations managériales, puisque c'est ce qui m'a été demandé, et plus particulièrement appliqué aux organisations de santé. Donc en fait, moi je ne suis pas du tout médecin, je suis prof de management à l'université de Strasbourg, à l'école de management, qui est une école particulière, puisqu'elle est en Alsace, et en Alsace, rien n'est tout à fait pareil qu'en France. Et en fait, nous sommes la seule business school qui est au sein de l'université, c'est-à-dire nous sommes une composante de l'université. Et en fait, donc, je suis enseignant-chercheur et je suis un très très grand partisan de ce qu'on appelle la recherche-action. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que je raconte, je le tire de l'interaction que je fais entre des interventions que je fais sur le terrain, où l'objectif c'est de conduire le changement, d'accompagner des équipes, en fait, faire tout un ensemble de choses, et d'être très présent sur le terrain pour conduire ça. Et c'est ce qui m'a amené donc évidemment à publier tout un ensemble de choses, d'articles, mais aussi des ouvrages collectifs. Alors je ne sais pas s'ils seront présentés derrière moi. Et en fait, mon grand objectif dans ces ouvrages collectifs, à chaque fois, c'est de faire parler les acteurs. C'est-à-dire que moi j'aime bien faire travailler les autres. Je leur propose tout un ensemble de choses, je les accompagne, je les aide, je les aide à structurer ce qu'ils ont envie de dire. Et en gros, l'idée, donc vous devez voir, il y a trois ouvrages qui vont un peu... Alors, je ne vais pas vous parler des trois ouvrages, hein, évidemment, ça sera un peu long. Mais en gros, je suis parti pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je suis parti des innovations managériales. Et puis ensuite, j'ai fait un ouvrage sur la crise Covid, qui est sorti, qui a été terminé en juillet 2020. C'est-à-dire que j'ai fait écrire aux acteurs qui étaient en pleine crise, finalement, ce qu'ils étaient en train de vivre pour avoir les résultats à chaud, leur constat à chaud de ce qui était en train de se passer. Et il y en a un troisième qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps, où l'idée c'est un regard avec plus de recul, c'est-à-dire c'est des portraits thématisés, toujours sur le Covid. Alors, donc puisqu'on m'a demandé de parler en premier, évidemment, on va essayer de définir ce que c'est que l'innovation managériale. Encore faut-il savoir de quoi on parle. Alors évidemment, réflexe d'universitaire, on va aller regarder sur ce que disent les auteurs. Globalement, ils nous disent deux choses. L'innovation managériale, c'est quoi ? C'est les changements des structures de l'organisation elle-même, c'est-à-dire on transforme des caractéristiques fondamentales de l'organisation, et puis on change les pratiques managériales. Les pratiques managériales, c'est comment s'articulent les différents acteurs au sein des organisations. Ce qui nous permet de dire que finalement aussi les auteurs vont nous dire on a des innovations managériales absolues et relatives. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça des pratiques qui sont tout à fait nouvelles qui vont apparaître, par exemple des outils, par exemple le Balance Scorecard. Quand le Balance Scorecard est créé par Kaplan et Norton, c'est quelque chose de tout nouveau parce qu'il va intégrer les 4 dimensions et ainsi de suite. Et puis, donc ça c'est plutôt des innovations managériales absolues, puis ensuite des innovations managériales relatives, c'est-à-dire vous avez des organisations qui vont essayer d'intégrer des innovations managériales qui ont été faites ailleurs. Par exemple, quand on a les établissements de santé, on essaie d'adopter le Lean Management, quand on essaie d'adopter le Balance Scorecard, quand on essaie d'adopter telle ou telle démarche, évidemment il faut l'adopter à un contexte particulier que vous connaissez tous bien, qui est celui des organisations de santé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, dans la littérature des sciences de gestion, puisque c'est plutôt la posture dont je parle, les innovations managériales, c'est assez récent. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a parlé d'innovation administrative ou ce genre de choses. Et finalement, les premiers travaux vont apparaître dans les années 90. Et des auteurs qui vont être vraiment des auteurs centraux dans ces innovations managériales, ce sont 3 auteurs qui font partie d'un programme à la London Business School sur les innovations managériales, qui sont Moll, Birkenshaw et Hamel, qui vont définir tout un ensemble de choses. Et je crois que c'est important de revenir un peu sur ce qu'ils nous disent et d'essayer de prendre un peu de recul. C'est-à-dire qu'en gros,
Ce qu'ils vont nous dire, c'est que les innovations managériales, c'est finalement une interrogation des principes de management qui ont structuré le fonctionnement des organisations. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'organisation qui vient de Fayol, Taylor et Weber. Donc des grands principes de management, et là c'est mon commentaire sur finalement ce qu'ils disent, c'est de dire finalement les principes de management, c'est comme les principes actifs des médicaments. C'est ni bon ni mauvais en soi, c'est finalement la dose qui va être donnée, à quel moment qui va être donné, qui va faire qu'en fait, les principes qu'on met en œuvre vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Et finalement, ce qu'ils nous disent, c'est que finalement, si on prend, donc ils synthétisent, ils vont nous dire, si on prend les grands principes du management, c'est la standardisation, la spécialisation des tâches et des fonctions, la cohérence des objectifs, la hiérarchie, la planification et le contrôle, les récompenses extrinsèques. Et évidemment, dans les organisations, à certains moments, c'est des éléments qui sont indispensables. En revanche, dans certains contextes, si on pousse ces principes trop loin, finalement, les principes vont jouer à l'encontre de ce qu'on voudrait atteindre. Ce qui veut dire que finalement, le principe de standardisation, si on veut trop standardiser, évidemment, on ne va pas être capable de répondre à différentes demandes. Donc, si on prend dans les organisations de santé, évidemment, si vous êtes au centre de Paris, ou au centre de Rabat, ou si vous êtes dans une zone perdue, évidemment, vous n'allez pas standardiser de la même façon, bien évidemment. En ce qui concerne la spécialisation des tâches et des fonctions, c'est évidemment important que les gens soient spécialisés sur tout un ensemble de tâches. Mais si vous spécialisez trop les gens, en gros, vous créez des silos et les gens sont incapables de travailler ensemble. Pour la cohérence des objectifs, si on veut avoir des objectifs trop cohérents, finalement, on va perdre la créativité qui peut exister dans les organisations pour essayer de percevoir d'autres objectifs dans les organisations. La planification et le contrôle, c'est la même chose. Si on a une planification qui est très forte, donc je pense qu'en France, là, on est très très fort là-dessus, évidemment, les régions vont avoir beaucoup de mal, et on a vu ce qui s'est passé notamment dans le cadre du Covid. Et puis ensuite, les récompenses extrinsèques, c'est-à-dire si on motive les gens que sur des récompenses qui sont financières, économiques et tout ce qu'on veut, en gros, les acteurs, à un moment donné, vont un peu perdre le sens de leur travail, et ainsi de suite. Donc finalement, ce que nous disent ces auteurs, c'est que les innovations managériales, à un moment donné, elles vont remettre en cause ces principes-là. Alors en gros, la question, c'est comment on fait ? Ce qu'ils nous disent toujours, c'est que, en gros, on va introduire de nouvelles règles. Et les nouvelles règles, c'est par exemple la variété. C'est-à-dire la variété des acteurs. C'est-à-dire que quand on va faire des groupes de travail, on ne va pas mettre que des médecins, on ne va pas mettre que des directeurs, on ne va pas mettre que des soignants. C'est-à-dire qu'il faut que si on veut traiter, dans les interventions que je fais, évidemment, si on veut modifier des processus, des organisations, on sait très bien que si on prend qu'une catégorie d'acteurs, on a une solution qui ne tiendra jamais la route. Donc il faut avoir une variété. Alors la variété, ça peut être aussi d'intégrer les patients dans les groupes de travail qu'on va mettre en place. Et évidemment la médecine de ville quand on est à l'hôpital. Ensuite, la flexibilité. C'est-à-dire, évidemment, on l'a bien vu pendant le Covid, la flexibilité est un élément indispensable pour nos organisations. Et on verra comment ça peut se traduire. La contestation. Alors, la contestation dans les organisations, ça veut dire que le chef n'a pas toujours forcément raison. Le chef, il ne sait pas forcément tout. Il ne sait peut-être pas forcément tout ce qui se passe dans son organisation. Donc, à un moment donné, il faut arriver à créer des espaces qui vont permettre aux organisations d'avoir une vision. En stratégie, on va parler de paradigme ou de prédétermination cognitive où on voit le monde d'une certaine façon. Donc, à un moment donné, il faut avoir ces espaces dans lesquels on va permettre d'autres visions. Ensuite, évidemment, le sens. Alors, je serais tenté de dire que dans les organisations de santé, c'est peut-être là où, finalement, cette reconnaissance est la plus importante. C'est-à-dire que les acteurs de santé, en gros, en général, il n'y a pas trop de soucis pour donner du sens à leur travail. On l'a bien vu pendant la crise Covid, ce qui a permis au système de tenir, c'est qu'évidemment, même dans certains cas, les acteurs ont retrouvé le sens de leur travail, et c'est ce qui a fait qu'ils ont été capables de travailler collectivement et de trouver des solutions très rapidement. Et puis ensuite, il y a un terme que les auteurs utilisent qui est assez intéressant, je trouve qu'ils parlent de heureux hasard. Alors si on était en science, on parlerait plutôt de sérendipité. La sérendipité, c'est quoi ? C'est que vous allez trouver des choses que vous ne cherchez pas du tout. C'est-à-dire que vous allez travailler et en fait, vous apercevez que l'interaction entre des évolutions que vous allez mettre en place vont créer des mécanismes, et finalement, c'est ces mécanismes-là ensuite que vous allez mobiliser, que vous allez créer. Et c'est évidemment ce qui s'est passé pendant la crise Covid, et j'en reparlerai un peu.
Et du coup, pour arriver à mettre en place ces nouvelles règles, finalement, les organisations sont soumises à des défis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un défi ? C'est quelque chose qu'il faut arriver à surmonter pour continuer d'arriver à fonctionner. Le premier défi, c'est de créer une démocratie des idées. C'est-à-dire que dans une organisation, il faut arriver à faire en sorte que les acteurs puissent s'exprimer. Alors évidemment, il faut qu'ils arrivent à s'exprimer, mais que néanmoins, on arrive à canaliser les choses, parce qu'évidemment, si chacun fait ce qu'il veut, c'est un peu compliqué. Néanmoins, il faut arriver à faire remonter tout un ensemble de points de vue. C'est évidemment tout l'objectif des dispositifs managériaux qui vont être mis en place. Ensuite, de libérer, d'amplifier le potentiel d'imagination humaine. On a bien vu ce qui s'est passé pendant la crise. Il y a tout un ensemble de solutions qui se sont mises en place auxquelles on ne pensait pas du tout. Et qui, dans certains cas, arrivaient quasiment à remettre en cause des dispositifs qui étaient prévus précédemment. Par exemple, vous le savez certainement, donc en France, il y a des GHT qui se sont mis, des groupements hospitaliers de territoire. Pendant la crise, étant donné qu'il fallait aller très vite et des solutions très vite, on s'est aperçu que les coopérations qui se sont mises en place pour faire face aux problèmes qui existaient n'étaient pas forcément celles qui correspondaient au découpage administratif géographique qui avait été fait. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a vu émerger, des territoires ou des coopérations ou des relations naturelles qui n'étaient pas forcément celles qui étaient prévues d'un point de vue administratif ou légal. Ensuite, alors là, c'est aussi une chose qui est très importante, c'est de dynamiser le redéploiement des ressources. Alors ça, c'est le plus compliqué, parce que redynamiser le redéploiement dans les sources, ça veut dire des ressources dans les établissements, ça veut dire que si vous êtes dans des zones qui sont un peu isolées, ça veut dire que de temps en temps, il faut redéployer vos ressources sur une problématique qui est fondamentale, qui est la gériatrie. Parce que vous avez tout un autre spécialité. Alors, quand vous allez dire à des médecins qu'il va falloir faire plus de gériatrie parce que c'est les besoins qui émergent de territoire, ça veut dire que c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Ensuite, d'exploiter la sagesse collective. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on explique aux acteurs les enjeux et ainsi de suite, on arrive à faire évoluer des choses qui paraissent a priori très très difficiles à faire évoluer. Moi, je me sais que ça m'est arrivé, l'exemple que je cite souvent d'une intervention qu'on avait faite, il se trouve qu'il y avait un service de consultation externe d'ophtalmo, il y avait 3 UF, il y avait une des UF, c'était l'UF d'ophtalmo-pédiatrique. Manque de chance, les secrétaires n'étaient pas forcément là le mercredi après-midi, parce qu'elles avaient leurs propres enfants. Donc vous imaginez dans un service de consultation externe d'ophtalmo, quand il n'y a quasiment pas de service administratif le mercredi après-midi, en fait, la désorganisation totale qu'il y avait. Donc quand on a présenté le diagnostic, on a fait apparaître les choses, parce que nous, notre objectif, c'est qu'on fait apparaître des faits concrets. J'utilise une approche qui s'appelle l'approche socio-économique, où on calcule des coûts cachés, on recense des dysfonctionnements, et ainsi de suite. Évidemment, ça a apparu ça très, très, très clairement. Une des secrétaires a levé la main. Elle nous a dit, de toute façon, nous, il est hors de question qu'on bouge nos horaires. Parce qu'elle avait bien compris que, de toute façon, la situation n'était pas jouable. Donc ça, c'était le point de départ. Donc ensuite, on a mis en place des groupes de travail, et puis il y en a une qui a levé la main, qui a dit « Ouais, on pourrait peut-être faire des binômes, et puis ouais, on va essayer d'harmoniser nos pratiques de travail, et puis tac, et ainsi de suite. » Donc résultat des courses, elles ont modifié complètement leur mode de travail, elles ont harmonisé leurs tâches. Donc harmoniser leurs tâches, si elles tiennent leur dossier de la même façon, les mêmes couleurs de classeurs, la même façon de ranger les bureaux, et ainsi de suite. Donc du coup, on a pu caler le temps médical sur le temps administratif, alors qu'on partait d'un point de vue au départ, où en gros, certaines secrétaires nous avaient dit « de toute façon, on ne bougera jamais ». Donc en gros, une fois qu'elles ont compris les enjeux qu'il y avait, puis elles comprenaient quand même bien qu'il y avait une concurrence par rapport à d'autres services, et ainsi de suite, et que si elles ne bougeaient pas, la situation n'était pas jouable. Donc finalement, exploiter cette sagesse collective. Mais encore faut-il la solliciter par des dispositifs qui vont être mis en place de prise de conscience. Ensuite, de minimiser la tyrannie des modèles mentaux existants. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? En gros, ça se traduit d'une façon très concrète, où on vous dit on a toujours fonctionné comme ça. On a toujours fonctionné comme ça, donc on voit pas bien pourquoi on changerait. L'exemple que je donne assez souvent, c'est donc je faisais partie d'un conseil d'orientation stratégique à l'ARS d'Alsace.
Et au moment du plan cancer, en France, vous savez, il fallait 3 critères pour pouvoir exercer la cancérologie. 1, des personnels qualifiés. 2, des plateaux techniques. 3, des cas, un nombre suffisant de cas à traiter pour pouvoir continuer d'exercer l'activité. Donc les dossiers sont présentés. Donc il y a quelqu'un qui vient, et visiblement dans le dossier, ils n'avaient pas de personnel, alors ils avaient monté des espèces de trucs de vacations, où il y avait des gens qui venaient une fois tous les 15 jours pour justifier. 2, ils n'avaient pas le nombre de cas suffisant par an. Et puis troisièmement, pas les équipements du plateau technique. Néanmoins, ils faisaient quand même la demande de continuer d'exercer l'activité d'oncologie qui était de la spécialité, je ne me souviens plus laquelle. Et au bout d'un moment, donc le médecin responsable de la commission demande aux gens, mais en fait, comment ça se fait que vous présentez un dossier alors que visiblement vous ne respectez pas les données. En gros, la réponse a été simple. On dit, ça fait 25 ans qu'on fait ça, on ne voit pas pourquoi on ne continuera pas. Donc ça veut dire qu'en gros, il y avait j'arriverai plus à trouver mes mots, une pensée où les gens étaient complètement marqués par ce fonctionnement. Et puis ensuite, et le dernier principe, ce que nous disent ces auteurs, c'est de donner à chacun la possibilité d'apporter sa contribution à la réussite collective. C'est qu'évidemment, il y a tout un ensemble d'acteurs et on va les intégrer. Alors dans des dispositifs qui vont être complexes, parce qu'évidemment, je reviens toujours au même point, si on laisse croire à tout le monde que tout le monde va participer, qu'ensuite tout le monde va participer à la prise de décision, à la fin, c'est très très complexe, parce qu'il y a forcément des gens qui sont déçus. Donc ça veut dire qu'on développe le dispositif, mais on explique tous ces éléments-là. Donc ça, si vous voulez, c'est l'élément de base sur l'innovation managériale. Et puis maintenant, si on essaie de venir plus précisément à nos organisations de santé, moi, ce que j'en avais conclu, justement, là, dans nos bouquins sur les innovations managériales, c'est qu'on s'aperçoit que dans les organisations de santé, moi, j'avais identifié plutôt 2 mécanismes d'introduction des innovations managériales dans les organisations de santé. Le premier, c'est ce que j'avais appelé la catalyse réglementaire. Qu'est-ce que c'est que la catalyse réglementaire ? Ça veut dire qu'on a des textes qui sont produits par des tutelles, un État ou peu importe qui, et on suppose qu'à partir du moment où les textes sont faits, tout va se mettre en place. D'où cette image de la catalyse réglementaire, c'est-à-dire on suppose qu'il va y avoir, à partir du moment où on a le texte, il y a le précipité qui arrive derrière, et puis en fait tout se met en place. On a quand même des exemples, on s'aperçoit que ça ne marche pas toujours forcément comme ça. Si je reprends l'exemple de la France, toujours, si vous prenez le management de pôle, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu plein de textes qui ont été faits. Combien il y a d'établissements qui, en France, ont instauré un véritable management de pôle ? On peut dire que c'est assez réduit. Et puis le deuxième dispositif, qui est un dispositif que j'avais qualifié de spontané et qui diffuse par capillarité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que vous avez des acteurs dans certains endroits qui ont des idées, qui vont développer un dispositif, et puis qui vont le développer, et puis ensuite ça va... d'autres regardent, et puis trouvent ça intéressant, et puis ils vont l'étendre chez eux. Pour vous donner un exemple concret auquel moi j'avais participé, on a fait un diagnostic dans une pharmacie centrale d'un CHU. Donc là, comme je n'ai pas trop de temps, je vais être assez radical dans mon propos. On avait un gros paquet de préparateurs où leur objectif c'était de remplir les caisses et de ne pas se casser la tête. Donc en fait, évidemment, le constat c'était que finalement la prestation pharmaceutique était lamentable, puisque de toute façon, il n'y avait aucune prestation pharmaceutique auprès des services, si ce n'est que d'envoyer des caisses. Donc en gros, l'idée, c'était pour faire évoluer les choses, on s'est dit, il faut faire une expérimentation, donc envoyer des préparateurs dans des services. Donc évidemment, c'était très compliqué, parce que là, il y en a tout un paquet qui était là, qui ne voulait pas bouger. On a eu une chance extraordinaire, il y a 2-3 jeunes qui sont arrivés, on les a envoyés dans les services. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est aperçu que, les stocks, du coup, dans les armoires à pharmacie étaient beaucoup moins importants. Deuxièmement, les périmés étaient beaucoup moins importants. Et la qualité de dispensation auprès des patients était nettement meilleure. Donc ça, on l'a fait auprès de 2-3 services. Il y a tout un ensemble de services qui ont trouvé ça super intéressant, qu'on demandait, est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas avoir des préparateurs qui viennent ? Et puis ensuite, le système s'est généralisé. On est dans le secteur public, je ne vous cacherai pas qu'entre le moment où on a fait le diagnostic et le moment où a été généralisé dans le CHU, 5 ans. Donc là, évidemment, on est avec la dynamique d'évolution des organisations.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut s'apercevoir aussi que de temps en temps, on peut avoir une espèce de continuum entre ces textes réglementaires et puis des évolutions spontanées. Si j'en reviens au management de pôle, on en parlait hier soir quand on a préparé la séance d'aujourd'hui. Si on prend le management de pôle, si vous prenez Valenciennes, dont je vous reparlerai, qui est l'exemple qui est toujours cité sur le management de pôle, vous apercevez que c'est Philippe Jahan qui a été avant Rodolphe Bourret, le directeur actuel de l'hôpital. Philippe Jahan, qui était directeur de l'hôpital, qui vous explique que dans l'hôpital où il était avant, il avait essayé de faire ça, c'est une catastrophe terrible, il s'est complètement planté. Et puis ensuite, quand il est arrivé à Valenciennes, il a voulu tout de suite mettre ça en place, donc ça a été très long, et ainsi de suite. Donc quand en 2005 les textes arrivent, là on arrive au texte, il y avait déjà plein de choses qui étaient faites, ils ont pu continuer les choses, et ainsi de suite. Puis si vous essayez de savoir pourquoi lui il a fait ça, on en revient, il vous explique que c'est quelque chose qu'il avait chevillé au corps. C'est-à-dire c'est le manager qui avait une intuition et qui a voulu développer ça. Et il vous dit, en gros c'est simple, mon père était haut fonctionnaire en Algérie, et moi je l'ai toujours entendu quand j'étais gamin, dire que quand il fallait déplacer une pierre dans le Sahara, il fallait en référer à Paris. Et donc il a dit, moi quand j'ai pris des fonctions de management, j'ai toujours pensé qu'il fallait déléguer. Et donc en fait, ce qu'il a fait, il a développé cette délégation et cette articulation entre les médecins et puis principalement les directions. Alors, si j'en reviens à la conclusion que j'avais faite dans l'ouvrage sur les innovations managériales, où il y a 14 cas d'innovation qui sont présentés, l'idée, finalement, on s'aperçoit que dans tous les cas qui sont présentés, l'objectif, c'est quoi ? C'est simple, c'est développer le faire ensemble. Développer le faire ensemble. C'est-à-dire arriver à développer des organisations et des nouveaux modes d'organisation où les différents acteurs arrivent à travailler ensemble. Et en fait, c'est développer de la transversalité, faire coopérer les différents acteurs et donner du sens à l'action. Ça, on va le retrouver dans l'ensemble des innovations qui sont présentées dans l'ouvrage. Alors si j'en viens maintenant à innovation et Covid. Alors, puisqu'en fait, on s'est dit, il y a énormément de choses qui ont été faites, qui ont été innovées. Alors moi, je parle surtout de la première étape du Covid, parce qu'évidemment, je suis à Strasbourg, qui est à côté de Mulhouse, où là, ça a frappé très, 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 très fort, d'où l'idée que j'avais eue de faire le bouquin sur le retour. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'étendre l'ensemble des innovations managériales, si vous voulez, on a eu un temps, hors du temps pendant cette période Covid. C'est-à-dire, en gros, les principaux critères de complexité de l'hôpital ont complètement sauté. Financière, c'était open bar, pas de problème, on finance. Les dispositifs réglementaires, plus de dispositifs réglementaires. J'entends toujours un responsable financier me dire, avec des étoiles dans les yeux, me dit c'est dingue, j'ai commandé pour 3 millions de matériel hier, j'ai appelé un fournisseur que je connaissais pas, il m'a envoyé les trucs, on a réglé ça en 10 secondes. Évidemment, vous imaginez par rapport aux procédures administratives habituelles. La complexité aussi en termes d'activité, parce que ce qui fait la complexité de l'hôpital, c'est évidemment la diversité des prises en charge qui sont prises. Là, en gros, il n'y avait plus que deux choses, c'est du Covid et des urgences. Le reste, en gros, ça a été reporté. Et puis ensuite, téléologie, le retour du sens. Tout le monde combattait pour exactement la même chose, tout le monde allait dans le même sens et ne se posait pas de questions. Puis ensuite, la dimension sociopolitique, c'est-à-dire tous les combats habituels qu'il y avait entre les différentes catégories ont cessé et les gens ont véritablement travaillé ensemble. Le constat qu'on peut faire, c'est que il n'y a pas longtemps, je faisais une présentation pour les soignants, c'est que finalement, on a vu remonter les soignants. C'est-à-dire que le rôle des soignants, et s'apercevoir du véritable rôle des soignants. C'est-à-dire, par exemple, très concrètement, quand dans les cellules de crise, il n'y avait pas les soignants, on les a vite réintroduits, parce qu'on s'apercevait qu'il y avait des décisions qui étaient prises dans les cellules de crise et qu'on avait beaucoup de mal à dupliquer dans les services. Donc il a fallu les réintroduire dans les cellules de crise pour arriver à mettre en œuvre effectivement les décisions qui étaient prises dans les cellules de crise. Alors, donc sur la question finalement, est-ce que toutes ces innovations vont perdurer après la Covid ? J'en suis pas forcément persuadé. Là-dessus, je m'appuie sur un regard là, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps sur une manifestation qu'on avait faite aussi.
Et il y avait le chef des urgences de Mulhouse, hein, qui est dans le 3e ouvrage là, sur les portraits, où, entre parenthèses, lui, il explique comment, finalement, la crise, pour lui, a été une opportunité extraordinaire. Hein, parce qu'il faut savoir qu'aux urgences de Mulhouse, juste avant la crise, c'est-à-dire en décembre, il ne restait plus que 7 médecins sur 23 postes. Vous imaginez un peu la situation du service des urgences. Donc en gros, la crise à Mulhouse est arrivée sur un service des urgences qui était déjà totalement explosé, d'où les difficultés qu'il y a eu. Néanmoins, lui, il vous explique que finalement, cette situation d'urgence a permis finalement de faire passer tout un ensemble de choses qui étaient très 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 difficiles. Donc finalement, on s'aperçoit que dans certains cas, la crise peut être une opportunité pour faire passer tout un ensemble de choses et de faire évoluer les organisations. Néanmoins, lui nous disait, parce qu'il ne l'a pas dit devant moi, que finalement, il n'était pas persuadé que s'il y avait une crise de cette ampleur-là qui arrivait, on ait véritablement tenu compte de toutes les leçons. Ce qui veut dire, par exemple, tout ce qui concerne les rétextes, est-ce que les processus de rétexte ont été véritablement mis en œuvre pour tenir compte de tout ce qui était fait et en tirer les conclusions? C'est pas forcément évident. Alors, donc maintenant, le quid après. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, évidemment, la crise Covid a été un révélateur pour des innovations managériales de tout type. Alors, architecturales, on a bien vu que tout ce qui s'est passé pour les réa, ainsi de suite. On a vu des blocs qui étaient transformés en réa, il y a tout un ensemble de choses. Donc on s'aperçoit qu'évidemment, maintenant, il faut construire des établissements qui sont des établissements modulables. Ça paraît basique, mais qu'on puisse arriver à transformer aussi bien pour des crises que finalement pour intégrer le progrès technique, puisqu'on sait que finalement les prises en charge des patients peuvent évoluer très rapidement. Et que bien souvent, des prises en charge sont conditionnées par des caractéristiques architecturales. Donc ce qui veut dire, en gros, il faut construire des hôpitaux qui sont des grands plateaux avec le moins de pylônes possible, faire tout passer dans les plafonds pour qu'on puisse arriver à faire évoluer les locaux. Ensuite, médical, on s'est aperçu que certaines différences qui existaient étaient un peu des différences construites. C'est la problématique des MIR et des MAR, des médecins anesthésistes réanimateurs et des médecins internes de réanimation, je crois, c'est quelque chose comme ça. Ouais, médecine interne, voilà. Où finalement, on s'est aperçu que c'était peut-être pas si différent qu'on l'avait dit pendant très longtemps, parce qu'en fait, il y a tout un ensemble d'articulations qui sont faites. Donc ça veut dire que il y a peut-être quand même des choses à travailler sur des différences qui sont perçues et qui sont peut-être pas aussi fondamentales que ça. Et puis évidemment, le point sur lequel j'insisterai, c'est sur la dimension managériale. Et sur la dimension managériale, je serais tenté de dire à 2 niveaux, en interne et en externe. En interne, on a vu qu'il y a tout un ensemble de choses qui sont développées, notamment les cellules de crise. Alors, les cellules de crise qui font finalement penser à un des projets qui a été développé sur les innovations managériales et qui concerne les cellules performance qui existent dans les établissements. Dans certains endroits, vous avez ce qu'on appelle des cellules performance, c'est-à-dire ce sont des cellules pluriprofessionnelles qui vont aider les directions d'établissement à choisir les projets qui émergent dans l'établissement, parce que dans un établissement, il y a toujours une dynamique très forte et toujours plein de gens qui veulent développer des projets. La question, c'est comment on les choisit. Si c'est qu'une direction, ça pose problème. Si vous créez des cellules qui sont avec les multi-acteurs qui tiennent compte du projet d'établissement, de tout un ensemble d'enjeux, on s'aperçoit que là, on arrive beaucoup plus facilement à faire émerger ces projets et ensuite à les mettre en œuvre. Et en fait, les deux derniers éléments sur lesquels j'aimerais beaucoup insister, c'est les éléments sur lesquels on a déjà parlé hier et puis qui est un élément fondamental, évidemment, c'est en interne l'articulation entre le corps médical et les directions. C'est-à-dire qu'en France, ça reste quand même très très compliqué. Alors, certes, on va vous dire les cellules de crise ont très bien fonctionné, ainsi de suite. Ça, c'est le discours. Mais moi, j'avoue que de temps en temps, j'étais confronté à des gens, là, quand je faisais le bouquin, et puis que j'appelais les gens, et que je les aidais à réaliser leurs trucs. Alors, c'était marrant, parce que des fois, j'avais des directions, ou des directeurs, ou des directions qui me disaient... Enfin, des médecins qui vous disaient « Ouais, ça y est, on est content, on a repris, c'est nous qui avons repris le manche à l'hôpital, c'est nous qui prenons les décisions pendant la crise, c'est nous qui avons tout fait, et ainsi de suite. » Ça, c'était le discours des médecins. Et puis ensuite,
vous aviez les directions qui vous disaient heureusement qu'on était là parce que les médecins étaient souvent pas d'accord entre eux pour faire tout un ensemble de choses. Donc malgré tout ce qui a été dit, on s'est aperçu que ça n'a pas été toujours forcément aussi simple que ça. Et finalement, moi, une des conclusions, c'est qu'il faudrait aller vers une managérialisation du médical. C'est-à-dire qu'on est enfin des médecins. Alors là, je parle plutôt de la France, parce que vous avez une chance, c'est-à-dire bien souvent dans vos établissements, ce sont des médecins qui sont directeurs. Et donc, du coup, ce qui crée une forme de binôme, alors qu'en France, si vous voulez, on a des directeurs qui sont des directeurs, et puis vous avez un président de CME. Alors, un président de CME, quelquefois, il est le représentant de ses collègues, quoi. Est-ce qu'il est prêt à assumer les choix stratégiques qui sont faits dans l'établissement, et ainsi de suite. Ça pose beaucoup de problèmes. D'où, si vous voulez, la proposition de pas mal d'acteurs d'avoir un directeur médical, comme ça existe dans d'autres pays, comme ça existe en Belgique, ou voire même ça existe en France dans les centres de lutte contre le cancer, où on a un médecin qui est directeur, et puis donc d'avoir un binôme qui permet d'avoir à la fois la légitimité et puis comment dire, cette articulation entre les différentes sphères. Et ensuite, donc, j'ai dit la managérialisation du médical, et puis ensuite la médicalisation du managérial. C'est-à-dire que finalement, par exemple, nous en France, les directeurs d'hôpitaux, ils ont une formation dans une école, et puis ensuite les médecins sont faits ailleurs. Et en fait, la première fois où ils se rencontrent, c'est quand ils se retrouvent dans un établissement. Ils ne se sont pas vus avant. Une des propositions que je faisais, mais je disais, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme on a fait comme en Europe ? Vous savez, quand en Europe, on s'est dit il faut peut-être quand même que les gens se connaissent, que les jeunes se connaissent. Bon, on a créé un programme qui s'appelle Erasmus. Donc les jeunes, ils vont dans les différents pays, et ainsi de suite. On se disait, ben, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que les élèves directeurs, éventuellement, ils aillent dans des facs de médecine ? Et puis que les gens, dans le cadre d'un truc, qu'ils aillent à l'EHESP, qu'ils aient des modules ensemble, qu'ils se connaissent, qu'il y ait j'allais dire quasiment une inculturation de ces différents acteurs qui finalement, sinon, se rendent compte que simplement dans les établissements, quand ils vont bosser ensemble, et finalement sont relativement peu vus. Et puis ensuite, le dernier point sur lequel j'aimerais insister, et à mon avis, ça risque d'être le plus important, c'est sur l'articulation des différents acteurs de santé, de l'hôpital, avec ce qui l'environne. Je crois que l'exemple typique, c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle en France, c'est sur les urgences. La solution des urgences, elle n'est pas aux urgences. Tout le monde en est convaincu. Elle n'est pas aux urgences, elle est où ? Elle est en amont ou elle est en aval ? En amont, c'est-à-dire qu'en gros, les gens ils viennent aux urgences parce qu'ils n'ont peu d'autres solutions. Donc en gros, il y a des solutions qui sont en train de se développer à l'heure actuelle. En France, il y a des trucs qui sont en train de se créer, c'est des centres de soins médicaux immédiats qui sont en fait des cabinets multipraticiens et multiprofessionnels qui font de la médecine d'urgence, mais en cabinet et d'une façon libérale. Organisation assez atypique qui est en train de se développer, une structure qui est à mi-chemin entre finalement un hôpital et puis des médecins libéraux traditionnels. On sait que maintenant les médecins libéraux traditionnels, ils veulent plus exercer comme ils exerçaient avant, c'est-à-dire tout seuls dans leur cabinet, ainsi de suite, ça c'est fini, c'est des maisons de santé, à minima, c'est des maisons de santé. Mais ces structures qui sont en train de se créer font finalement de la médecine d'urgence légère de proximité qui permettra de dégager énormément les établissements. Et ça, c'est en train de se développer. Alors, ils ont une imagerie relativement simple pour faire tout ce qui est bobologie, la petite traumato, ce genre de choses, et ainsi de suite. Donc, des solutions comme ça. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est que l'hôpital va de plus en plus se concentrer sur sa mission première, des soins, approfondis, et puis ensuite d'avoir une structuration des différents acteurs. Alors, la volonté à l'heure actuelle, c'est de développer les GHT. On sait que c'est très compliqué. Alors, il y a tout un ensemble de dispositifs qui existent, qui peuvent s'appeler aussi les CPTS, les communautés de professionnels de santé de territoire, où l'idée, c'est d'arriver à mailler ces différents acteurs. C'est-à-dire qu'une des principales évolutions de l'hôpital, si j'ose dire, elle ne se situe pas dans l'hôpital, mais elle se situe dans l'interaction avec les différents acteurs, aussi bien au niveau des différents parcours de soins que des différents professionnels. Et pour moi, c'est un des éléments qui ressort beaucoup, parce que finalement, on s'aperçoit que dans certains GHT, la Covid a été un accélérateur de GHT. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire qu'avant la Covid, vous savez, on a créé des GHT, et puis il y avait tout un ensemble
de commissions qui étaient créées. En France, on appelle ça des comités théodules, des trucs qu'on fait où les gens se réunissent. Et finalement, pendant la Covid, les gens se sont aperçus que ces commissions d'articulation entre les différents acteurs ont été très importantes parce qu'elles ont permis de résoudre tout un ensemble de problèmes. Et donc finalement, on s'est aperçu que les acteurs qui étaient dans ces commissions, finalement, ne voyaient pas trop l'intérêt de tout ça, se sont aperçus pendant cette période-là de l'intérêt qu'il y avait à coopérer entre établissements. Bien évidemment, ça va demander encore du travail, il y a tout un ensemble encore de choses à faire, mais je crois que moi, ce que je retiendrai de la crise Covid, et on peut espérer que les innovations qui vont arriver, pour moi, les principales, ça va être sur l'articulation à la fois entre les directions et le corps médical. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la formation. Il faut savoir que chez nous, par exemple, quand un médecin réussit le concours de PH, il rentre dans un établissement hospitalier, le nombre d'heures de cours qu'il a eu ou de formation qu'il a eu sur le management, l'organisation, la conduite d'équipe, la stratégie, et ainsi de suite, combien il a eu pour tout ça ? 0. Aucune formation. Donc ça veut dire que c'est des gens qui arrivent dans une des organisations qui est certainement une des plus complexes au monde, et en fait ils sont parachutés dans une organisation sans avoir un recul managérial organisationnel. Je pense que si on arrive... Alors, les facs de médecine sont en train de mettre en ce moment des programmes, ce genre de choses, mais je pense que ça, c'est indispensable, parce que pour le moment, c'est laissé au bon vouloir des médecins. Et puis, le deuxième, alors là, ce qui est très compliqué, c'est sur justement l'articulation entre les différents acteurs, pour qu'on n'ait pas un système trop hospitalo-centré comme on l'a eu jusqu'à maintenant, mais d'avoir différentes catégories d'acteurs pour arriver à avoir une meilleure articulation des parcours patients, évidemment au bénéfice du patient, et je crois que j'ai mangé tout mon temps. Non, il reste encore 2 minutes, donc merci. En tout cas, merci infiniment. On applaudit infiniment le professeur Thierry Nobre qui nous a dressé donc un portrait très très systémique un peu de l'actualité, alors en particulier sur le territoire national en France, avec à la fois les innovations mais aussi les difficultés qui ont pu être mis en exergue dans le contexte évidemment de la crise sanitaire, et là vous l'avez parfaitement évoqué à travers les ouvrages que vous avez coordonnés qui montrent évidemment la diversité à la fois des des initiatives qui ont été portées, mais aussi la complexité finalement de l'ensemble des coordinations nécessaires, à la fois à l'intérieur des organisations. Vous avez beaucoup insisté dessus, donc en activant évidemment les différents leviers organisationnels, ressources humaines, et puis évidemment toutes les expertises qu'il faut mobiliser. Mais vous avez beaucoup insisté également sur la nécessité d'avoir un maillage peut-être avec l'ensemble des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire, et avec sans doute la nécessité de développer une acculturation du management, parce que vous l'avez parfaitement décrite, je dirais la singularité de l'approche managériale, mais qui n'est pas forcément à la portée de l'ensemble des acteurs. Et notamment, vous l'avez insisté donc à la fin de votre propos, concernant la communauté médicale, qui est de plus en plus sollicitée pour avoir un positionnement managérial, mais vous l'avez parfaitement insisté aussi en disant que sans doute qu'un accompagnement serait nécessaire par voie académique ou dans le cadre des formations, je dirais, solennelles qui se déroulent notamment dans les facultés. Donc un véritable enjeu. En tout cas, vous nous avez mis en évidence un certain nombre de défis à relever. Nous sommes au Maroc, donc nous allons compter aussi beaucoup sur la communauté des expertises, des initiatives des établissements et des acteurs de santé du Maroc, peut-être aussi pour donner une singularité, et probablement aussi, je dirais, des initiatives vertueuses qui constituent en tous les cas sans doute des perspectives très intéressantes, en tout cas pour ce qui concerne le management. Et professeur, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais vous intervenez régulièrement également au Maroc aussi dans le... Oui, je peux dire un petit mot d'ailleurs, allez-y. Oui, juste à côté, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'intervenir à l'Université des sciences de la santé, juste à côté, où je coordonne et nous avons une coopération avec l'Université de Strasbourg pour un executive MBA qui donne une codiplomation avec un master chez nous, et j'ai la joie et le plaisir
de coordonner cette formation, alors qui a commencé malheureusement en 2019. Alors quand je dis malheureusement en 2019, et puis parce que 2020 ça a été le moins qu'on puisse dire très compliqué, mais on est quand même arrivé. Et puis là on a ouvert la deuxième promotion. Et l'idée, c'est d'avoir des promos qui sont très diversifiés en termes d'acteurs et qui est centré sur les problématiques organisationnelles, managériales, stratégiques de la santé, des organisations de santé. Oui, c'est une très très belle expérience et j'en suis ravi. Merci. Mais, nous sommes au Maroc, donc nous valorisons aussi toutes les initiatives professeur. qui sont proposées au Maroc. Alors, on applaudit à nouveau encore, Merci. évidemment, le professeur Thierry Nirom. Merci infiniment. Merci, Voilà. professeur.